merci de nous retrouver ici à Lille, au siège de la région Hauts-de-France, le grand partenaire de cette première édition de l'Académie Sinopia consacrée au défi de la cohésion. La cohésion, c'est un enjeu essentiel de toute collectivité humaine, qu'il s'agisse du monde associatif, du monde académique, militaire, ou bien sûr de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Alors, l'objectif de cette journée, ça va être de confronter des regards entre ces différents univers dans une logique d'émulation, dans une logique d'intelligence collective. Pour cette première édition, Sinopia a choisi de s'intéresser à la question de la cohésion et du travail. Le monde du travail, d'une manière générale, a été profondément ébranlé par la pandémie que nous traversons encore. Télétravail, chômage partiel, angoisse devant la perte peut-être durable de son emploi pour certains. Le premier confinement a agi à la fois comme un révélateur de comportement et peut-être comme un accélérateur de changement. Le second est vécu différemment, mais pas de manière forcément moins anxiogène. Alors à mes côtés, pour en parler, ici, Xavier Bertrand, bonjour, président de la région, merci de nous accueillir chez vous. Merci également à l'accueil que vos équipes nous ont réservé. Alexandre Malafaille, président de Sinopia, l'organisateur, le grand organisateur, le laboratoire des gouvernances, merci d'être là, bien sûr. Et puis Jean-Pierre Le Tartre, le président d'Entreprise et Cité, qui s'est impliqué dans la réussite de cet événement et qui nous dira pourquoi. Bonjour. Bonjour. Alexandre Malafaille, l'idée d'une académie Sinopia est bien sûr antérieure à cette pandémie mondiale. Comment est-ce que finalement ce thème de la cohésion s'est imposé pour vous comme une évidence ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous, merci de nous accompagner pour cette journée. Le thème en fait s'est imposé comme une évidence pour une raison très simple, c'est que la cohésion, c'est le cœur de l'ADN de Sinopia. C'est le cœur de notre ADN parce que c'est à la fois un des grands sujets de travail que l'on organise au sein de Sinopia depuis la création de Sinopia, et en même temps parce que notre modèle marche, parce que c'est un modèle de cohésion. Alors on est intelligent, on est agile grâce à cet enjeu de cohésion qu'on essaye de faire vivre au quotidien. D'accord. Enjeu de cohésion au quotidien, votre définition de la cohésion, simplement, pour commencer. La cohésion, quand on parle de cohésion au travail, dans le monde du travail, je crois que c'est d'abord et avant tout un enjeu pour le chef, pour les décideurs. Et ce mot, il renvoie à beaucoup d'autres mots, que sont la compréhension, l'adhésion, l'acceptation, le sens que l'on donne aux choses, la responsabilisation des personnes, l'équité aussi, bien sûr, tout ce qui crée de la confiance. Et lorsque cette confiance est là, on se retrouve dans une situation où en fait on permet à chacun de s'épanouir dans son travail, s'épanouir dans sa vie, s'épanouir avec ses collègues et finalement de contribuer à une meilleure réussite du projet, de l'organisation dans laquelle on travaille. Et puis à l'échelle d'une nation, la cohésion, c'est ce qui assure la résilience. Mais je veux attirer votre attention sur un point qui me paraît essentiel. Et aujourd'hui, Jérôme Fourquet y reviendra certainement tout à l'heure, l'auteur de l'archipel français, c'est qu'en fait il faut faire attention, c'est comme avec les évidences, aux illusions d'évidence et aux illusions de cohésion. Voilà, on est dans un pays où en fait, comme ça, on voit bien en ce moment, avec la crise sanitaire, il y a un semblant de cohésion qui se fait parce qu'il y a une espèce d'unité par rapport à la peur, par rapport à la maladie, mais tout ça est très fragile. Les fractures sont là, et c'est pareil dans le monde du travail. Et le sondage qu'on révélera tout à l'heure avec Jérôme Fourquet montre qu'il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté en ce qui concerne le monde du travail, c'est que les liens sont là, mais ils sont ténus, et en fait les gens ont peur de l'avenir. Peur de l'avenir, construction de cette académie aussi dans ce cadre nouveau de la pandémie que personne n'avait vu venir évidemment. Qu'est-ce que la Covid-19 a changé dans la construction de cette journée ? Vous l'imaginez différemment avant, j'imagine. On l'imaginait dans un cénacle normal, en présentiel comme on dit. On a donc dû digitaliser cette académie, à part les moyens techniques qui sont réunis aujourd'hui et qui nous permettent de faire un petit peu de plateau et puis d'organiser cette région. Donc on a digitalisé notre académie complètement et on a surtout revisité le thème. En fait, on a préparé l'académie avec les partenaires de Sinopia en les interrogeant pour leur dire, vous, cohésion et travail, c'est quoi les défis, c'est quoi les enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui ? Et puis évidemment, la crise sanitaire est venue. Elle est exceptionnelle parce qu'elle nous touche tous, elle nous concerne tous, elle n'épargne personne dans la vie, dans nos modes de vie, dans nos libertés, dans notre travail. Et donc on s'est dit qu'il fallait revisiter l'académie pour lui donner en fait une acuité particulière et faire de cette thématique, dire on est face à des enjeux de cohésion, mais comment est-ce qu'on peut les préserver dans le cadre de la crise sanitaire actuelle pour que le monde du travail ressorte plus fort à l'issue de cette crise.
Comment va se décliner la journée, concrètement ? Alors avec plusieurs temps, une matinée qui va être consacrée à des échanges de grande qualité, l'intervention de Xavier Bertrand, celle de Jean-Claude Mailly, en fin de matinée, bien sûr Jean-Pierre Le Tartre, le général de Villiers qui sera là avec nous dans quelques minutes. Et puis on aura un premier focus thématique à 11h, un milieu de journée qui va être consacré à des ateliers en format fermé d'intelligence collective, où là on va approfondir les questions liées à ces enjeux de cohésion, sujet par sujet, avec là encore des thématiques qu'on a élaborées avec nos partenaires. Et cet après-midi, 3 focus thématiques et une table ronde de clôture, voilà, pour partager ce qu'on aura pu inventer d'intelligent, parce qu'il faut que ça invente quelque chose d'intelligent. Oui, alors justement, qu'est-ce que vous attendez de cet exercice de gamberge collective toute cette journée ? L'Académie Sinopia, c'est une espèce d'atelier, si je puis dire, à ciel ouvert. On a réuni des intelligences qui viennent de tous les horizons, le public, le privé, le monde associatif, le monde académique, les jeunes. On va faire aussi pas mal d'intergénérationnel. L'idée, c'est que ce soit fécond, voilà, que ça apporte une vraie matière première, une capacité à créer de l'intelligence collective, que ce soit utile, et puis qu'in fine, ça permette finalement d'améliorer le vivre ensemble ou le travailler ensemble. Voilà, c'est ça l'ambition première de l'Académie Sinopia. Et je dois dire que le fait de pouvoir le faire avec la région Hauts-de-France, qui nous soutient depuis le départ, avec son président, qui est là aujourd'hui, et merci beaucoup, et puis avec Entreprises et Cités, qui ont bien voulu également soutenir cette académie, et puis qui nous accueillent. Là, nous, quand on a créé l'académie, on voulait la faire hors les murs de Paris, et c'est vrai que le fait de pouvoir le faire dans les Hauts-de-France, dans une terre qui est marquée quand même par les enjeux du travail, par les enjeux de l'entrepreneuriat, qui est marquée par l'histoire, le faire ici, pour nous, ça a un grand sens. Merci beaucoup. Jean-Pierre Le Tartre. Bonjour. Bonjour. Entreprises et Cités, depuis le départ, partenaire majeur de cette académie et de Sinopia. Donc vous avez décidé, vous, de jouer le jeu avec Sinopia, d'apporter votre force de frappe. Pourquoi ? Parce que d'abord, on aime bien être au début des histoires, d'une longue histoire, j'en suis sûr, Alexandre. Donc on aime bien être au démarrage. Et puis aussi parce que les thèmes traités par Sinopia sont aussi des thèmes qui nous intéressent, qui sont notre vie, et celui de la cohésion aussi. Vous savez, Entreprises et Cités, c'est une forme machine à collaboration, à coopération, à co-construction, issue des entrepreneurs de cette région, et qui co-construisent des solutions au service des entreprises et de leurs salariés sur le territoire, que ce soit en les aidant pour leur financement, pour loger leurs salariés ou pour l'emploi. Donc c'est une formidable fabrique à solutions par la coopération. Et donc la cohésion fait partie effectivement de nos thématiques, parce que, et la crise n'a pas révélé, mais a accentué encore la nécessité de ce co. Donc en fait, vous êtes vous-même un facteur de cohésion dans la région. Oui, c'est ce qu'on essaye d'être. L'être, c'est beaucoup, mais on essaye de construire plus de cohésion, de collaboration entre les univers, entreprises, pouvoir politique, enseignement, université, administration, association, et puis aussi de faire un peu des rencontres improbables qui, en se rencontrant, peuvent créer des outils, des solutions au service du développement économique et social du territoire. Et ça se fait depuis 30 ans. La cohésion au travail, votre définition à vous, ça serait quoi ? Écoutez, j'avais envie de vous dire, je crois que beaucoup de choses vont être dites sur la cohésion, l'importance de travailler ensemble, etc. Moi, j'ai envie de dire surtout ce que n'est pas la cohésion. Allez-y. Ou ce qu'on pourrait dire que la cohésion c'est, et je pense que c'est d'ailleurs. La cohésion n'est pas le consensus. Je ne crois pas qu'une entreprise se gère par le consensus. Elle se gère par la cohésion. La différence, c'est qu'on a travaillé, on a co-construit des décisions, mais à la fin, il y a un chef qui la prend, sur la base d'un travail collectif de co-construction. Mais on n'a pas cherché à faire un consensus. Donc la cohésion, pour moi, c'est assez différent. C'est comment on fait travailler les gens ensemble pour les amener à une décision qui est dans le sens de la vision et du futur de l'entreprise. Moi, ça, c'est très important. Vous voyez. Et pour moi, pour y arriver, il y a une nécessité quand même, alors je vais dire quelque chose qui peut peut-être être extrêmement banal, mais qui me semble encore plus être important aujourd'hui dans cette période d'études, c'est qu'il faut un peu de leadership. Un peu de leadership, quand je dis un peu, c'est une façon de... Si, un peu, beaucoup. Il faut un peu de leadership avec une vision. Vous êtes originaire de cette région, des Hauts-de-France. Est-ce qu'à vos yeux, c'est une région où les enjeux de cohésion sont spécifiques ? C'est une région qui a été traversée par tellement de crises, de situations. Effectivement, les enjeux de cohésion sont forts. Et vous savez, aujourd'hui, dans cette région, comme d'ailleurs dans le reste du monde, il faut bien voir que cet enjeu est d'autant plus majeur que les fractures se sont accentuées. Non seulement les fractures se sont accentuées, mais il y en a des nouvelles. Par exemple, une fracture qui traverse les entreprises, c'est je peux être en télétravail ou je peux pas être en télétravail.
Ça va un jour poser des questions dans les entreprises, entre ceux qui pourront le faire et ceux qui ne pourront pas le faire. En ceux qui seront tout le temps en télétravail et qui passeront plus par le bureau. Ça va créer des fractures. Il y a des fractures entre ceux qui peuvent bosser et ceux qui ne peuvent pas bosser, les secteurs d'activité. Donc non seulement les fractures se sont accentuées, mais de nouvelles ont été créées. Et donc il faut faire très attention à cet enjeu de cohésion, parce que la cohésion sur le mode de travail dans les entreprises, c'est important. Pour le même poste, celui qui pourra être en télétravail versus celui qui ne pourra pas être en télétravail, ou dans des conditions de télétravail acceptables, versus celui qui ne peut pas être ça va créer des tensions. Et donc ça, aujourd'hui, le management doit le prendre en compte. Merci beaucoup. Xavier Bertrand, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes l'héritier d'une famille politique, je peux dire le gaullisme social pour résumer, grosso modo, qui accorde historiquement beaucoup de prix à la cohésion, à la logique de solidarité. Quand on est président d'une région, comme les Hauts-de-France, qu'on se retrouve subitement confronté à une crise d'une telle ampleur que personne n'a vu venir, que vous n'avez pas vu venir davantage que les autres, mais vous qui êtes un homme de terrain, vous côtoyez donc au quotidien l'angoisse des personnes que vous croisez tous les jours dans la rue, le désarroi, une forme de sidération aussi au départ. Comment est-ce que vous ressentez ça? Cette période est très dure. Allez, c'est pas pour les responsables publics, les responsables politiques qu'elle est le plus dure. C'est pour les gens qui étaient déjà fragiles, avec une situation précaire, pour bien évidemment également ceux qui sont touchés dans leur chair, les malades, les proches des malades, et puis aussi pour toutes celles et ceux qui sont à leur compte. Et ça fait beaucoup, beaucoup de monde dans la société. Non seulement, vous l'avez dit, sur la question de la préparation, par revenir ici sur le sujet, la question des pandémies nécessite quand même un état de préparation permanent d'un pays. Il fut des époques où la France s'était préparée aux pandémies. Il y a des pays qui ont plus ou moins bien réagi, il y a des pays qui ont plus mal réagi que nous. C'est pas l'enjeu de ce matin. Mais le rôle du politique, peut-être est-ce parce que je suis un ancien assureur, mais c'est aussi de prévoir les scénarios du pire. C'est ça aussi le rôle du politique. Et pas seulement de voir les choses avec des lunettes roses, c'est aussi de se dire, si ça ne va pas, qu'est-ce que l'on doit faire, comment on doit se préparer. On doit le faire sur des sujets sécuritaires, on doit le faire sur les sujets économiques, on doit le faire bien sûr sur les sujets sanitaires. Donc je reviens à cela, c'est qu'on a à la fois des gens qui ont été très marqués, les plus fragiles, les plus précaires, et puis il y a aussi autre chose qui est compliquée, mais c'est dans la nature humaine que ça rend les choses compliquées, c'est l'absence de prévisibilité, l'absence de visibilité. Et là, je pense que les gouvernants doivent absolument essayer de donner des perspectives sans enjoliver les perspectives, en disant à la fois toujours la vérité, en faisant preuve également d'une très grande lucidité, et puis en faisant preuve également de courage. Et vous avez parlé tout à l'heure de la cohésion, je reprends ce que disait Jean-Pierre Le Tartre à l'instant, oui, il faut du leadership, mais un leadership d'équipe, en équipe. Tout seul, c'est impossible. C'est impossible de pouvoir justement incarner, inscrire justement cette cohésion. Bien sûr qu'il faut des chefs, mais la notion d'équipe prend aussi un relief très particulier, stratégique en ce moment. Alors, on va y revenir. Au niveau de la région, au départ, c'est une crise sanitaire. Premier point, premier aspect de la crise, elle est sanitaire. Il y a eu l'enjeu des masques, le débat sur les masques. Pour ce qui concerne les Hauts-de-France, on a vu de manière quasi immédiate, finalement, des entreprises se resituer, faire autre chose, réorienter leur activité vers la fabrication de masques. En fait, quand ça vous tombe dessus, c'est comme ça que ça doit se faire. Tout le monde doit se mobiliser, aller dans le même sens, se retrousser les manches et faire ce qu'on sait faire, mais éventuellement d'une manière différente. À la guerre comme à la guerre, alors. Si on utilise le mot, on se met en action de cette façon-là. Alors c'est vrai que moi j'ai un tropisme... Vous étiez en guerre, vous vous êtes senti en guerre. C'était le mot qui avait été utilisé. Sauf que les mots, on s'en moque. La question, c'est quelle action. Alors moi j'ai un tropisme particulier sur les masques, parce que quand en 2006, Jacques Chirac me demande de préparer le plan pandémie, on met l'accent à l'époque sur les masques. On a jusqu'à 1,4 milliard de masques, et on met en place des usines en France pour produire des masques et ne pas dépendre des pays, notamment asiatiques. Donc, très vite, j'ai à nouveau conscience que la question des masques sera prioritaire pour continuer la vie, et puis aussi continuer aussi l'activité économique. Parce que la compétence de la région, c'est avant tout l'économie, c'est vrai. On n'a pas de compétences en matière de santé, je le regrette, mais je vois que la question des masques est clé. Donc on essaye par tous les moyens de se procurer des masques, et nous aurons entre des masques comme celui que je porte et des masques en tissu, plus de 20 millions de masques dans la région. Et puis on met en place une économie en disant, en attendant, à la guerre comme à la guerre, comment on fait ? Toyota, ils ne peuvent pas fabriquer les voitures, donc beaucoup de salariés se mettent à produire des masques. Valeo, pareil. Et on monte toute une filière dans la région
Parce qu'on essaye d'appliquer ce « à la guerre comme à la guerre ». Alors, en attendant, on produit des masques, c'est la priorité. C'est ce qui nous a valu qu'à partir du mois de mai, on a pu mettre en place une opération gigantesque où on a distribué des masques à la population de façon à ce qu'à la sortie du confinement, personne ne soit gêné pour sortir. Parce que moi, j'ai rencontré des personnes lors de ces distributions qui avaient acheté des masques jusqu'à 10 € pièce. Et pas forcément les gens les plus riches de la région. Loin s'en faut. Donc c'était le fait de venir en aide et encore une fois, d'essayer de donner un contenu précis à ce sens de cohésion. Parce que cohésion, pour moi, c'est tenir, et c'est tenir ensemble. La cohésion, donc, elle a été sur le plan sanitaire, sur le plan social aussi, hein, avec cette peur du lendemain, l'angoisse du lendemain, et la région qui débloque 1,3 milliard d'euros, un plan de relance très fort, là aussi. Il faut qu'on fasse attention aux chiffres. Parce que plus les chiffres sont importants, plus les gens se disent, mais cet argent, c'est de l'argent magique ou c'est de l'argent réel ? Et s'il y a 1,3 milliard, moi, j'ai besoin concrètement qu'on m'aide à quelques centaines d'euros. Et si vous ne réussissez pas à raccrocher ce que vous dites avec ce que vous faites, des chiffres gigantesques avec le besoin de quelques centaines d'euros, alors là, je peux vous dire que la crédibilité, pas de la parole politique, de l'action politique, en prend un sacré coup. Et donc, ce plan, il était normalement prévu pour la relance, sauf qu'avant la relance, moi, j'ai l'urgence à traiter. Et autant sur la crise sanitaire, on le voit bien avec les vagues, là, nous sommes passés au-delà du fameux pic sur cette deuxième vague. Mais en matière de crise économique et sociale, on n'est pas du tout avec le pic qui est derrière nous. Il est aujourd'hui devant nous. Et je ne parle pas seulement des indépendants qui n'y arrivent plus. Je ne parle pas de ceux qui n'ont aujourd'hui pas de perspective de reprise de leur activité. J'étais hier à Saint-Quentin dans un tabac presse qui fait aussi retrait de colis. Je lui dis, mais qu'est-ce qui va changer pour vous samedi ? Il me dit rien du tout. Et il dit, j'ai bien entendu dans l'intervention, les cafés, on n'a même pas parlé de nous. Il a une part de son activité qui est là, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Il n'arrive pas à s'en sortir. Vous voyez, moi j'ai absolument besoin, au-delà de la vision, comme l'on dit, macro, d'avoir en permanence, cet aspect micro, comme l'on dit, c'est comme ça que l'on dit, non, c'est que la politique soit à hauteur d'hommes et de femmes. Et ça, c'est très important, parce qu'autrement, vous êtes bourré de bonnes intentions, vous avez une vraie vision, mais sauf qu'il faut être pratico-pratique. Si vous ne faites pas ça, ça ne marche pas. Et ce plan, on l'a réorienté. Il était pour la relance, il est maintenant en grande partie pour l'urgence. Je n'avais pas prévu que l'on fasse une aide au loyer parce que nous ne savions pas qu'il y aurait une fermeture administrative de commerce qu'on a osé appeler non essentiel. Donc vous voyez, ce sont des choses très concrètes qui n'étaient pas prévues. On n'avait pas prévu justement d'adapter une partie de notre budget pour mettre en place du click and collect, même si ce click and collect ne remplace pas l'activité. Mais vous savez, tous les soutiens que nous mettons en place, c'est pas ce que nous demandent les acteurs économiques. Ils veulent bosser. Ils comprennent qu'il y a des contraintes économiques, mais si on change les règles du jeu, parce qu'il y a des contraintes sanitaires, dans ces cas-là, il faut que l'État, mais aussi que les collectivités locales, nous puissions assumer pour leur permettre de tenir. Parce que ce qui se joue aussi derrière, il y a la cohésion au cœur de la crise, il y a la cohésion de l'après-crise. Le pays change en permanence, il se modernise. Mais à la sortie de cette crise, je n'ai pas envie que la seule librairie de la région soit Amazon. Je veux pas que ce soit la seule. Je veux pas qu'on ait aussi des commerces de centre-ville, de centre-bourg qui aient disparu. J'ai pas envie d'une France sans culture, j'ai pas envie d'une France sans restaurateur. Et donc notre rôle, c'est à la fois de permettre de tenir, mais de permettre aussi qu'au moment de rebondir, on n'ait pas une France qui ne ressemble en rien à celle que nous aimons. C'est ça aussi tout l'enjeu. Cette période est terrible. Certains nous disent elle est source d'opportunités. Oui, gérons déjà les difficultés et les risques. Un exécutif régional, comme celui que vous dirigez, que vous présidez, se situe forcément dans une logique de subsidiarité par rapport à l'action de l'État, une logique de proximité, vous venez de nous l'expliquer. Est-ce que de ce point de vue, ça a bien fonctionné ? Est-ce qu'on peut encore améliorer les choses ? Entre le président de région et le préfet de région, remarquablement. J'ai la chance d'avoir un préfet expérimenté, qui n'est pas le petit doigt sur la couture du pantalon par rapport aux instructions qui lui viendraient d'en haut, qui essaye de trouver des solutions, ça oui. Entre nous et l'État, niet. On ne nous fait pas confiance. On ne nous fait pas confiance. Pourquoi ? Parce que vous avez une couleur Parce que je politique sais pas, différente ? parce que je pense que c'est pas forcément dans l'ADN des gouvernants d'aujourd'hui. Voilà, c'est ainsi fait. Je suis même pas sûr que ce soit une question politique, partisane. On a un système aujourd'hui français qui était déjà à bout de souffle et cette crise en a été le révélateur. Quand vous voyez dans certains journaux étrangers, quand on parle de la France, le pays de l'absurdistan, ça me fait pas plaisir. Parce que, il y a un côté condescendant, ironique, c'est mon pays. J'aime pas qu'on en parle mal. Mais le pire, c'est qu'il y a aussi des vraies raisons pour cela.
Notre bureaucratie était tatillonne. Sur les masques, j'ai passé plusieurs commandes différentes de masques pour passer sous l'écran radar de la commande de 6 millions à chaque fois, parce qu'autrement on risquait de se les faire confisquer. On a eu des masques qui étaient bloqués à l'aéroport parce qu'il fallait les certificats des douanes. Heureusement qu'à l'époque, le cabinet du ministre en charge des douanes nous a aussi aidés, mais on n'était pas les seuls à accélérer des choses. Écoutez, les masques, le problème était simple, il suffisait de faire une décharge de responsabilité. S'ils ne sont pas suffisants, c'est à vos risques et périls, ou alors fallait les renvoyer ou les brûler, mais pas les laisser pendant des semaines et des semaines alors qu'on en avait besoin partout. C'est ces exemples-là d'absurdité bureaucratique, mais dont on meurt. Et ça ne peut plus tenir. Et vous parliez de subsidiarité, mais qu'on nous aide à être plus, vous savez quoi, efficace. C'est ça le fond du problème aujourd'hui. Moi, je le vois notamment en matière de santé, la région n'a aucune compétence, aucune. J'ai proposé à différentes reprises, avant même cette crise, qu'on soit partenaire à une condition. C'est pas que je cherche à récupérer du pouvoir, c'est que je sois prêt à mettre des moyens supplémentaires pour que l'on fasse mieux ensemble. Mais cette révolution des esprits, elle doit se faire aussi avec un système bureaucratique à Paris qui n'a pas envie de scier la branche sur laquelle il est assis. Sauf que nos concitoyens n'en peuvent plus. Et moi non plus. Est-ce que c'est la bureaucratie ou est-ce que c'est... On va voir le général de Villiers, après vous, qui va s'exprimer. Il a coutume de dire que, en fait, on est dirigé par une élite surdiplômée, mais qui ne connaît pas la France. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Le sujet que nous avons, et il faut faire très attention, il ne s'agit pas de critiquer les élites. Un pays a besoin d'élites. Intellectuelles, universitaires, économiques. Le problème, c'est la déconnexion. C'est la déconnexion des élites. C'est ça le fond du problème. C'est que quand vous avez ceux qui décident, qui sont incapables ou qui ne sont même pas désireux de se mettre à la place des gens, c'est là où sont les risques. Et quand Pierre Levilliers le dit, parce que si je ne me trompe pas, je crois que c'est il y a quelques années, il publie même une lettre qui s'appelle Cohésion. Il est dans cet état d'esprit. C'est que nous devons aujourd'hui, en permanence, les gens ne nous demandent pas de vivre exactement comme eux, mais de comprendre, de connaître leurs difficultés et d'y apporter des solutions. Le problème numéro 1, c'est la déconnexion. La bureaucratie est forcément déconnectée. Et c'est là où je pense que la question de la politique, la place du politique, prend son relief, que ce soit dans des situations de crise comme celle que nous connaissons, mais aussi justement pour après. Vous savez, l'idée de réparer, ce que dit Pierre de Villiers, moi je dis souvent recoudre, réconcilier, ça c'est vrai pendant la crise, mais ce sera encore plus vrai après cette crise terrible. Et comment que nous traverserons et que nous surmonterons. Parce que c'est pas seulement propre aux Hauts-de-France. L'ADN de cette région, c'est la résilience, c'est la solidarité. C'est pas seulement l'ADN des Hauts-de-France, c'est l'ADN de la France. Donc on traversera cette crise. La question, c'est notre capacité à tenir, en ce moment, à n'oublier personne sur le bord du chemin, et notamment les plus fragiles, et notre capacité à rebondir, mais rebondir dans la bonne direction, pour pas recommencer les erreurs d'avant, dont certaines nous ont conduit aussi à cette difficulté dans la gestion de cette crise. On vous a beaucoup entendu au printemps, Xavier Bertrand, dire que vous ne feriez jamais rien qui gêne l'action du gouvernement, que vous ne diriez rien, parce que dans ce type d'épreuve collective, d'épreuve nationale, finalement, il ne faut rien faire qui divise. Est-ce que, malgré ça, enfin malgré ce type de comportement qui a été le vôtre, on a senti une vraie défiance qui est allée croissante envers la parole publique, envers le discours du politique ? Comment est-ce que vous interprétez ça et qu'est-ce qu'on peut faire, là encore, pour réparer ça ? Dire la vérité. Dire la vérité. À partir du moment où vous dites la vérité, les gens peuvent très bien comprendre. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à infantiliser les Français. La question du masque, on aurait dit, écoutez, ces toutes dernières années, on n'a pas été assez vigilants sur les stocks de masques, nous ne pensions pas connaître une telle pandémie. Nous avons commis une erreur, donc voilà comment nous allons nous organiser dans toute la France pour justement que nous puissions proposer des masques à tout le monde. Les Français auraient compris. Mais là, on leur a dit, non, mais attendez, on n'a pas de masque, mais c'est pas grave, ça sert à rien. Puis de toute façon, on n'a pas de masque, même si ça servait à quelque chose, ça n'allait pas les porter. Mais les gens décryptent tout, ils comprennent tout. Et si vous voulez justement avoir cette part de confiance, il faut avant tout respecter les Français et leur tenir un discours de vérité. Ils peuvent tout entendre et tout comprendre. Mais ils veulent juger de la sincérité, de l'authenticité et de la vérité. Ça, je pense que c'est la clé numéro 1. Et les pays dans lesquels il y a eu les meilleurs résultats en matière de confiance de la parole politique sont des pays qui ont joué la carte de la vérité. Très vite sur ce que l'on savait, sur ce qu'on ne savait pas. Prenez la Nouvelle-Zélande, prenez notamment l'Allemagne. Les discours de vérité ont été là en permanence. Prenez les États-Unis, par contre, ça n'a pas été tout à fait la même histoire. On a vu aussi le résultat.
On a vu les résultats de la présidentielle. Non, pas seulement. Résultats sanitaires. Des résultats sanitaires, avec plus de victimes également. Alors, cohésion nationale, nécessaire, en même temps nécessité pour vous, qui êtes un opposant, qui plus est futur candidat à l'élection présidentielle, de faire entendre votre différence. C'est un principe démocratique aussi d'exprimer sa différence. Comment est-ce qu'on gère les deux de pair? Le temps de la politique et des élections, question. ça viendra après. Je sais que certains disent, ouais, quand même, ces temps-ci, on l'a moins entendu dans les médias nationaux. Oui, ma responsabilité première, c'est de m'occuper de la région, c'est de protéger la région, les gens de la région, les entreprises de la région. Et je ne me tromperai jamais de priorité. Jamais. Maintenant, il faut bien aussi voir les choses. C'est que la cohésion, ça ne veut pas dire le consensus mou. Ça veut dire l'obligation, si on croit à l'intérêt national, à l'intérêt général, de faire des propositions pour essayer d'être plus efficace encore dans la traversée de cette crise. Ce que j'ai toujours fait, ce que je continuerai à faire. Et puis derrière, c'est un peu cette logique, on serre les coudes. Et puis si on n'est pas d'accord, pour éviter la polémique, ben on serre les dents. Et on dit rien là-dessus. Après, de faire des propositions, de montrer les solutions que nous apportons ici, de proposer des solutions également au niveau du pays, ça non seulement c'est pas interdit, non seulement c'est permis, mais c'est fortement recommandé. Après, chacun fera son interprétation, fait entendre sa différence. Ce qui était dit tout à l'heure, la cohésion, ça ne peut pas être le consensus mou ou de l'eau tiède. Mais peut-être que c'est aussi la culture du débat et la culture du débat politique qu'il faudrait réinventer dans notre pays. Merci à tous les trois, merci Xavier Bertrand, merci Jean-Pierre Le Tartre, merci Alexandre Malafaille, donc Benjamin, président de Dentsu Consulting, partenaire de cette journée, qui a mis sa force de frappe, qui a apporté une méthodologie aussi à la construction de cette académie. Bonjour. Bonjour Geneviève. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné, vous, à titre personnel, l'envie d'être de cette aventure, d'y participer et même de la créer quelque part, de la co-créer? Je dirais plutôt de la co-créer parce que c'est vraiment un événement collectif et dans la manière en fait dont ça a été conçu, il y a déjà eu en fait cet acte de cohésion qui était évident. Et si vous voulez, face à l'incertitude, face à ce qu'on traverse aujourd'hui, on a été obligé de réfléchir à quelque chose d'un peu exceptionnel. Si on veut se donner la chance en fait de trouver des réponses un peu différentes, il faut évidemment avoir une méthode un peu singulière. Et donc on a essayé, tout au long de la journée, de travailler en ce sens. Voilà. Donc quand les équipes de Sinopia m'ont proposé ce challenge-là, je l'ai tout de suite relevé. Comment s'est construite cette académie? Alors elle s'est construite en fait, partant du principe que ces enjeux de cohésion ne sont pas nouveaux, mais ils ont évolué en fait depuis le confinement. Il y avait évidemment avant la crise ces enjeux-là. On les a rappelés et d'ailleurs les intervenants que on a déjà entendus ont déjà montré qu'ils étaient assez critiques. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez évidemment des salariés, des collaborateurs qui ont perdu leur emploi, d'autres qui ont été obligés d'être dans une logique de télétravail, et puis d'autres sont passés carrément dans une situation de grande souffrance, parfois de solitude, parfois de dépression. Et donc, forcément, tout ce qui était les enjeux de cohésion, en fait, se sont démultipliés. Et donc, face à ça, il nous fallait trouver, en fait, peut-être d'autres moyens pour tenter de trouver des pistes de solutions, en fait, concrètes. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que les enjeux avant la crise étaient préexistants. Ce sont les mêmes enjeux, mais c'est des enjeux qui se sont renforcés. Oui, ce sont des enjeux qui se sont renforcés. Et en fait, l'utilisation de ces méthodes dites d'intelligence collective, bon, c'est un concept, mais derrière l'intelligence collective, on va utiliser la transversalité, on va travailler, on va faire en sorte que des personnes qui ne sont pas faites pour se rencontrer, eh bien, travaillent ensemble, presque avec une logique d'horizontalité. On est tous sur les mêmes lignes de départ. L'important, c'est de participer. Parce qu'au fond, si on veut véritablement se donner la chance de trouver des choses différentes, il faut que ceux qui n'ont pas forcément la parole, finalement, puissent l'avoir. Il faut que l'intergénérationnel, évidemment, s'exprime. Et il faut que, finalement, ceux qui sont peut-être très divers dans leur point de vue puissent évoquer, en fait, ces divergences, puissent confronter leur point de vue pour qu'on en sorte, on essaye d'en sortir quelque chose de différent. Et donc, en fait, aujourd'hui, on va être dans une journée où
ça va être surtout pas un travail de compétition, ça va être enfin, en tout cas, on va essayer que ce soit l'illustration de la cohésion, déjà dans la manière et dans la méthode de travail. Donc on est dans une logique hyper participative, on est quand même dans une forme d'émulation intellectuelle entre tous ceux qui vont participer aux ateliers, on va en parler tout à l'heure, mais c'est quoi? C'est du participatif, c'est de l'intelligence collective, c'est de l'émulation. C'est un peu tout ça? Alors, c'est un peu tout ça. Alors, c'est de l'émulation. Si vous voulez, il y a un moment où quand vous réunissez des décideurs, des leaders, vous réunissez des générations différentes, on se retrouve en fait tous à travailler sur le même sujet, presque sans ego, presque en gommant en fait l'individu au profit en fait du collectif, au profit en fait du but que l'on veut poursuivre, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions sur la cohésion. Donc en fait, c'est une démarche de construction qui n'a pas démarré d'ailleurs qu'aujourd'hui, puisque en amont évidemment de cette journée, pour la préparer, pour arriver en fait à comprendre quels étaient ces enjeux de cohésion, comment ils se caractérisaient au-delà du terme, eh bien, on a réalisé presque une 50aine d'entretiens de façon très très large, de façon à ce que chacun s'exprime. Et en fait, ces entretiens, à travers ces échanges individuels, à travers aujourd'hui ces inputs complémentaires que l'on va avoir, comme on a eu avec le général de Villiers, et puis d'autres, et à travers ces groupes de travail, eh bien, on va avoir en fait une matière qu'on va organiser pour essayer justement d'en sortir quelque chose. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu. Vous aurez la gentillesse de m'accueillir tout à l'heure, et j'essaierai en fait de vous faire une restitution de ce qui se sera dit. Alors, une 50aine de personnes interrogées en amont. Sur quels critères est-ce qu'ils ont été choisis, sélectionnés, ces 50 chanceux? Alors, je ne sais pas s'ils sont chanceux. En tout cas, le premier critère, c'est qu'ils soient volontaires. Parce que le plus important, c'est que c'est une démarche participative. Donc, ça part en fait de l'individu. Donc, on a d'abord retenu, je dirais, des personnalités, des collaborateurs qui finalement avaient une sensibilité pour le sujet. La deuxième chose, c'est qu'on a cassé toute consanguinité. C'est-à-dire que quand on a construit des groupes de travail, on a cherché de la diversité. Parce que c'est à travers la diversité, à travers ces rencontres en fait que l'on génère là, que l'on va arriver en fait à sortir quelque chose d'un peu différent. Et puis dernière chose, on a aussi essayé de privilégier des dirigeants, des décideurs qui ont vécu des enjeux de cohésion, qui ont dirigé en fait des équipes un peu larges, directement ou indirectement, et qui donc ont des retours d'expérience. Parce que toute la logique en fait de cette journée, c'est justement de capitaliser sur ce qui a été vécu avant le confinement, sur les enjeux de cohésion, pendant, et en mettant ça en perspective pour l'après. Donc ces 50 personnes, pour bien comprendre, c'est 50 décideurs, c'est 50 managers de haut niveau? Oui, c'est des managers, c'est des décideurs qui sont parfois hauts fonctionnaires, qui sont parfois dirigeants d'entreprise, qui sont parfois du militaire, qui sont parfois de l'associatif. Justement, c'est là que la diversité s'exprime. Ils sont parfois enseignants, ils sont parfois... On a vraiment... Donc tout type d'organisation. Tout type d'organisation, à partir du moment où on a ces enjeux de cohésion et qu'on les vit. Et puis que, voilà, on a cette sensibilité, on a cette réflexion, on a ça véritablement à cœur, et que donc on est capable de s'exprimer sur son vécu pour mettre en commun au profit, en fait, du collectif. Alors, il y a eu 50 entretiens, en amont, et aujourd'hui, ce sera complété par... On va rester d'abord sur les entretiens en amont. C'est vous qui avez établi le questionnaire. Sur quelle base, quelles questions est-ce que vous leur avez posées? Alors, c'était un questionnaire qui était relativement peu directif, parce que l'idée, c'est de partir, en fait, de leur vécu. On a surtout cherché à savoir comment ils caractérisaient ces enjeux de cohésion. C'est quoi pour eux la cohésion? Quelle était leur définition? Quels étaient les facteurs qui permettaient de faire cohésion ou pas? Et puis, comment les choses avaient évolué dans la période avant le confinement, pendant le confinement, puisque la majeure partie des entretiens se sont réalisés à partir d'avril, et puis jusqu'à encore ces derniers jours. Et les entretiens réalisés avant le confinement, est-ce que vous avez interrogé les mêmes personnes après le confinement, et est-ce qu'il y a des variations de réponses? Alors en fait... je ne dirais pas qu'il y a des variations de réponses. Il y a des éléments qui nous ont un peu surpris, en tout cas de prime abord.
La première chose, c'est que par rapport à la variété en fait du panel qu'on a interrogé, eh bien, ces enjeux de cohésion, même s'ils s'expriment avec des mots différents, eh bien, ils renvoient à la même notion. Donc, en d'autres termes, que l'on soit enseignant, que l'on soit, patron d'association, que l'on soit chef d'entreprise, que ce soit haut fonctionnaire, militaire, etc., l'enjeu de cohésion est le même si parfois les mots, la sémantique est un petit peu différente, mais en tout cas, on retrouve en fait ce même sujet de la cohésion. Et le deuxième point qui nous a beaucoup surpris, qui est aussi un point de convergence, c'est que tous les gens que nous avons interrogés considèrent que c'est un sujet extrêmement critique. C'est-à-dire qu'il était un sujet important, il est devenu un sujet extrêmement critique. Et donc, on va retrouver en fait des notions qui étaient nécessaires à la cohésion dans l'entreprise, qui simplement sont devenues beaucoup plus exacerbées. En tout cas, c'est perçu comme tel, en prévision d'une sortie de crise. La quête de sens, on va retrouver l'inclusion des différentes générations, on va retrouver le thème de la confiance. Voilà, tous ces thèmes-là, finalement, ils nourrissent la cohésion et on voit bien qu'ils sont devenus extrêmement critiques. Donc ils étaient préexistants et ils sont maintenant exacerbés. On sont peut exacerbés. dire ça comme ça, en fait. Exactement, ils sont exacerbés. L'évolution entre l'avant et l'après-pandémie, enfin après, on n'est pas encore dans l'après, malheureusement, mais voilà. Entre l'avant et maintenant, c'est une exacerbation des enjeux. C'est une exacerbation, et si je prends une illustration qui est par exemple la quête de sens, on parle de mission d'entreprise, alors ça peut être un mot un peu à la mode. Dans les faits, une fois qu'on aura passé la phase de survie, où finalement l'entreprise fait tout pour essayer de rester, de passer cette phase-là, il est évident que ça pose la question de l'engagement des collaborateurs, de la motivation intrinsèque, de tous les rouages qui vont permettre ensuite à chaque collaborateur de s'épanouir quand on va revenir, parce qu'on reviendra à un moment dans une période normale. On va en revenir sur le déroulement de la journée lui-même. Donc 6 ateliers qui vont se dérouler quasiment en parallèle. Alors un tout de suite et puis ensuite 5 autres en parallèle. Quels sont les grands thèmes que vous avez retenus, Benjamin, avec Sinopia ? Alors, en fait, on a retenu d'abord des thèmes qui sont des thèmes d'actualité, au sens où on les vit en fait aujourd'hui, dans cette phase de télétravail, de confinement, de crise sanitaire, et puis des thèmes qui préparent en fait l'après, même si aujourd'hui on ne sait pas encore bien à quelle échéance dans quelle échéance ça va s'inscrire. Donc on va trouver un sujet sur le télétravail dans la durée, c'est-à-dire que si on considère que le télétravail, qui est quelque chose que l'on connaît depuis une vingtaine d'années, tout comme d'ailleurs les outils de visioconférence, qui étaient jusqu'à présent simplement un icône sur votre écran d'ordinateur, et bien en fait, dans cette phase de crise sanitaire, on s'est mis à les utiliser, peut-être, grosso modo, à marche forcée. Ça a des avantages, ça a d'autres inconvénients. On l'a expérimenté en fait à grande échelle. Comment derrière les entreprises et les institutions vont pérenniser en fait ce mode de fonctionnement, comment en tirer le meilleur. Ça, c'est le premier groupe de travail. Le deuxième, qui est un thème assez récurrent, qui est en fait l'échelle de temps avec laquelle travaille le dirigeant. Le dirigeant, il est dans le court terme, c'est l'action quotidienne. Il est également dans le temps de la stratégie, qui est du moyen ou du long terme. Et puis là, c'est rajouté en fait le temps de la crise, qui appelle aussi à des gouvernances d'entreprises un peu débrayées, un peu différentes. Voilà, comment on arrive à concilier en fait tout ça et presque passer d'un déconfinement de la période de crise en entreprise jusqu'à une période peut-être plus normale. Voilà, c'est ces notions-là qu'on va travailler dans le deuxième atelier. Le troisième, il traite, et je crois que le général de Villiers l'a bien rappelé, c'est-à-dire que c'est comment on passe à l'acte, c'est-à-dire comment on fait en sorte que ce que l'on dit se traduise dans les faits sur le terrain, et évidemment par une boucle de rétroaction nourrisse la confiance. Voilà, ça c'est le thème du troisième atelier. On va avoir un sujet aussi sur justement le temps de crise. Comment on mesure l'avancement des actions en temps de crise ? C'est aussi un vrai sujet. Comment ne pas être rivé sur l'indicateur, ne pas tomber dans une forme de calculocratie. Voilà, c'est le thème de cet atelier numéro 4. Et puis 2 ateliers qui sont peut-être un petit peu plus projectifs. Le premier, c'est quel rouage en fait de motivation, l'engagement, comment faire collectif en fait derrière un écran et garder le lien, notamment en prévision de l'après. Et puis le dernier, c'est le sujet de la confiance et du dirigeant. Comment peut-il aujourd'hui inspirer confiance dans une époque où évidemment on n'a pas toutes les clés et on vit une très grande incertitude.
On a l'impression, à vous écouter, que la pandémie est une sorte d'accélérateur dans la transformation des entreprises, dans la prise de conscience d'un certain nombre de facteurs aussi en termes de cohésion. Vous savez, on a l'habitude de dire que les grandes transformations, elles se font souvent au pied du mur où elles sont accélérées. Donc, ceux qui avaient démarré, en fait, tous ces process de transformation l'ont accéléré avec la crise. Et puis ceux qui, finalement, n'avaient pas démarré ou pas au bon rythme, ben, je dirais, il y a eu une prise de conscience qu'il fallait mettre les bouchées doubles. Parfois, d'ailleurs, un peu tard, et certains ont trébuché. Mais c'est, oui, on est bien dans un mouvement d'accélération très net. Qu'est-ce que vous attendez, de ces 6 ateliers que vous venez de nous décrire ? Bah d'abord de la cohésion dans le déroulé, de la cohésion dans le vécu que les uns et les autres vont avoir de ces ateliers, de la journée. Et puis évidemment, des résultats, même si on essaye de mettre, on met la barre assez haute, c'est-à-dire des solutions concrètes en fin de journée. Cette journée va être également ponctuée par 4 focus, ce qu'on appelle des focus, mais c'est des coups de projecteur sur des thématiques un petit peu plus pointues. Comment ils vont s'inscrire dans le déroulé de la journée, et puis là encore, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Alors, ce sont effectivement des coups de projecteur, comme vous le dites. On pourrait presque dire des coups de fouet, parce que c'est censé un peu nous réveiller sur des thématiques, sur des thématiques un peu verticales, en prévision des groupes de travail ou entre les groupes de travail. Donc, on va avoir un sujet sur la relation entre l'individu et le collectif. Comment ce lien aujourd'hui a évolué. Qu'est-ce qui fait le collectif, qu'est-ce qui fait l'individu, qu'est-ce qui fait la relation entre les deux. On va avoir un deuxième focus sur comment finalement la crise change les relations avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Enfin, évidemment les collaborateurs, évidemment la société, évidemment les fournisseurs, évidemment, tout ce qui forme en fait l'entreprise plus citoyenne et tout ce qui fait que l'entreprise n'est pas seulement un objet qui sert des dividendes. Voilà. Et donc c'est toute cette Alors ça c'est un sujet antérieur à la pandémie. Voilà. On parle non, bien sûr, de mais RSE c'est un depuis sujet. un petit moment. C'est pas tant que le RSE, c'est comment on voit bien que dans cette phase-là, il y a beaucoup d'entreprises industrielles qui ont par exemple changé leur outil de production pour la mettre au service, fabriquer du gel, des masques, etc., pour mettre au service de la société. Est-ce que véritablement c'est un mouvement qui va perdurer derrière? Qu'est-ce que ça va changer en fait dans la mission qu'a l'entreprise? Vous voyez, le rôle qu'elle a vis-à-vis de la société? Ce sont des questions évidemment que l'on pose. Est-ce que ça transforme? Qu'est-ce qui peut faire revenir en arrière, de votre point de vue? Je pense qu'il y a une prise de conscience. Après, vous avez des entreprises qui ont fait cette prise de conscience un peu tard, et donc parfois n'ont pas les moyens en fait de pérenniser ce changement, et puis d'autres au contraire qui accélèrent en fait un mouvement qui était déjà bien perçu, et elles en profitent pour finaliser leur transformation sur le rôle social qu'elles peuvent avoir, sur la manière dont on change les relations avec l'ensemble des parties prenantes. On devient une entreprise peut-être plus citoyenne, plus en relation avec l'ensemble de son écosystème. Et puis changer peut-être la relation avec les collaborateurs aussi, qui attendent aujourd'hui autre chose, notamment des générations plus jeunes. Le troisième focus sera sur la cohésion dans un jour sans fin. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a une perception, et vous savez, les Américains disent « perception is reality ». Il y a une perception au niveau des Français qu'on est dans un jour sans fin, que ça ne s'arrêtera jamais. Voilà. Et comment, en fait, on arrive à gérer cette perception. Et puis, le dernier focus, il est sur l'intergénérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le regard croisé des uns avec les autres. Et là encore, il y a beaucoup d'enseignements et beaucoup d'humilité à avoir. Et beaucoup d'enjeux. Oui, beaucoup d'enjeux. Vous-même, vous êtes chef d'entreprise, Benjamin Grange, parce que vous dirigez Dentsu Consulting. Comment est-ce que vous avez traversé cette période, vous-même, depuis le mois de mars, entre le mois de mars et aujourd'hui? Écoutez, pas si mal à titre personnel, mais surtout avec beaucoup d'humilité, parce que chacun, je pense, et je n'ai pas été l'exception, pensait qu'on savait manager cette période de crise, gérer les collaborateurs à distance. Et en fait, on apprend beaucoup de choses. On apprend que le management intermédiaire, finalement, a un rôle un peu différent dans cette phase-là, qui est dans une situation plutôt assez délicate vis-à-vis de son rôle, que le poids des mots à travers l'écran aussi est différent. Enfin, je veux dire, une parole malheureuse, eh bien, elle peut rester longtemps parce qu'on n'a pas la possibilité de faire ce feedback un peu en direct, parce qu'on a les équipes directement proches, finalement. Donc on est obligé d'avoir une communication un peu différente, choisir beaucoup plus les mots. Et puis,
toute cette approche très empathique d'arriver à détecter le moment où il y a détresse. Il y a des collaborateurs pour qui le télétravail, ça pèse. Et donc, arriver à détecter ça, arriver à les entendre, c'est aussi une manière, en fait, de leur proposer des solutions alternatives pour faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible cette solution-là, cette phase-là. Et c'est de la responsabilité aussi du chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même en tant que chef d'entreprise ? Qu'un chef d'entreprise, et ça, je crois que ça a été rappelé avant, le plus important, c'est une forme d'authenticité. Enfin, il y a des choses on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et le chef d'entreprise doit aussi avoir le courage de dire qu'il ne sait pas sur un certain nombre de choses. Vous savez, c'est toujours plus simple de dire la vérité, mais la vérité, ça demande du courage. Merci Benjamin Grange. On se retrouve donc en fin de journée pour tirer les enseignements avec vous de cette journée, et notamment des ateliers que vous allez superviser et vous allez même en piloter. Merci. Merci tout à l'heure. à vous. Nous allons nous retrouver à 11h précises, donc pour un premier focus, un premier coup de projecteur qui portera sur la relation de l'individu au collectif. Est-ce que le rapport au travail a évolué avec la Covid-19 ? La pandémie a-t-elle modifié la relation entre les salariés et leur employeur ? On en parlera notamment avec Jérôme Fourquet, le directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, à partir d'une enquête qu'il a réalisée pour Sinopia. Et vous verrez que cette enquête nous réserve de nombreuses surprises. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Merci.